là, tu ne sais rien. Et il a ajouté, c'est le désert ici. On pourrait facilement t'y emmener et personne ne retrouvera jamais ton corps. Il m'a dit, il ne restera plus que tes os et personne ne saura ce qui t'est arrivé. Je lui ai donc promis que je n'en parlerai jamais. Qui détient peut-être la clé du mystère s'appelle Frank Kaufman. Il a accepté de témoigner pour la première fois à visage découvert et ce sont nos confrères de Channel 4 et l'émission de John Purdy donc, qui l'ont retrouvé. Frank Kaufman affirme qu'en 1947, il était sergent-chef à la base de Roswell en charge donc du personnel, mais qu'en fait il avait également un autre emploi et qu'il émargeait, disons, un service parallèle, un service secret. Et c'est comme cela que, dit-il, il s'est trouvé sur les lieux et pour la première fois, il affirme dire toute la vérité, rien que la vérité. C'était tard dans la nuit. On a coupé les fils barbelés des clôtures et on a roulé vers la zone indiquée. Le terrain était très difficile à l'époque. Il n'y avait pas de route y conduisant. On a vu une lumière briller, un peu comme un halo ou un rayon qui fusait. Nous nous sommes avancés jusqu'à 100 ou 200 mètres de l'endroit d'où elle provenait. Nous avons compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un avion, ni d'un missile, mais d'une drôle de machine, une machine volante qui s'était écrasée dans l'arroyo. La taille de cet engin était d'environ 6 ou 7 mètres de long. Il était à moitié ouvert et un corps avait été projeté contre la falaise de l'arroyo. L'autre était à moitié sorti de la soucoupe. Quand on s'est approché, on a vu qu'il y en avait encore 3 à l'intérieur du vaisseau. Nous avons appelé la base par radio pour qu'on nous envoie un camion, une grue et le matériel adéquat. On a tout préparé pour nettoyer les lieux. Ces croquis ont été réalisés par Frank Kaufman pour son rapport secret. À cet endroit, il affirme avoir découvert l'engin. Ce dessin a été réalisé à partir de ces indications. Nous avons remarqué que la décomposition avait commencé sur l'un des cadavres. La peau de ses mains et de son visage se recroquevillait. C'est pourquoi nous nous sommes dépêchés de le mettre dans une housse mortuaire et nous l'avons amené à l'hôpital de la base. On a appelé ensuite les pompes funèbres pour savoir s'il y avait un moyen de conserver le corps. D'après Kaufman, les débris et les corps ont été convoyés par avion au quartier général des services secrets de l'Air Force à Wright Field. D'autres éléments sont partis à la base aérienne d'Andrew, près de Washington. C'est remonté jusqu'où? Jusqu'au président, d'après ce qu'on m'a dit. Le président Truman. En fait, il n'existe aucune preuve, aucun indice, document ou élément matériel permettant de prouver que votre histoire est vraie. Vous avez raison. Il faut que vous acceptiez de me croire sur parole. Vous me croyez ou non? Mais vous êtes parfaitement convaincu que ce que vous affirmez est exact à 100%. Je ne suis pas sûr à 100%. Je suis sûr à 1000% que c'est la vérité. La vérité? Rien que la vérité? Exactement. Comme Ripley le dirait, que vous le croyez ou non. En tout cas, il faut noter qu'un autre témoin confirme une partie de ce récit. Il s'agit de Glenn Dennis. Glenn Dennis, c'était donc l'employé des pompes funèbres de la ville de Roswell. Il confirme avoir reçu un coup de téléphone où on lui demandait des cercueils de petite taille. Mais il ajoute, et vous allez découvrir la suite de ce récit, qu'il a reçu un autre coup de téléphone et qu'il a vécu une aventure peu ordinaire.
J'ai reçu par la suite un autre coup de téléphone provenant du même officier qui me demandait quels étaient les produits nécessaires à l'embaumement, comment on traitait le sang, les tissus, le contenu de l'estomac et quel était le résultat qu'on obtiendrait. Je lui ai fourni les réponses qu'il désirait. Glenn Dennis était également l'ambulancier chargé de transporter des soldats blessés à l'hôpital. C'était un familier de la base. Ce jour-là, alors qu'il y amène un aviateur, à sa grande surprise, la police militaire lui dit qu'il n'a pas le droit de se trouver là et le raccompagne brutalement vers la sortie. Pendant qu'il m'éjectait, j'ai remarqué qu'une porte du laboratoire était ouverte. J'ai vu sortir une infirmière qui avait la moitié du visage dissimulé par une serviette. Elle leva la tête, me reconnut et me dit « Glenn, sors d'ici, sors aussi vite que tu peux ou tu vas t'attirer des ennuis. » Le lendemain matin, elle m'a appelé vers 10 h pour me dire qu'elle aimerait bien me voir, qu'il fallait que nous parlions. Je l'ai retrouvée au club des officiers ce matin-là. Elle y était déjà quand je suis arrivé. Elle était très agitée, elle sanglotait, pratiquement hystérique, puis elle m'a raconté ce qui s'était passé quand elle était rentrée dans la pièce. Il y avait là des médecins et 2 employés de l'hôpital qui portaient des housses mortuaires. Une des housses contenait 2 minuscules cadavres gravement mutilés. Dans la seconde, il y en avait un dont les blessures étaient moins graves. Elle m'a dit que les médecins lui avaient interdit de quitter la pièce et qu'on lui avait demandé de noter les résultats de l'examen, ce qu'elle fit. Tout le monde a été saisi de nausées. L'infirmière m'a raconté qu'il y avait une odeur très toxique et qu'ils ne pouvaient plus respirer ni reprendre leur souffle, ce qui les obligeait à sortir. Alors, histoire réelle ou illusion collective, je me tourne vers vous, Gilda Bourdet. Vous venez d'écrire un livre justement sur l'affaire de Roswell. J'ai dit qu'il y avait 350 témoignages, il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'il vous semble crédible dans l'ensemble ou en tout cas pour certains d'entre eux? La plupart sont parfaitement crédibles. Et c'est même plus de 350. D'après Kevin Randall, le principal enquêteur, il en a compté plus de 500. Alors, quel est votre sentiment sur cette affaire? Moi, je suis tout à fait convaincu, après avoir longuement étudié cette affaire, que c'est vrai qu'il y a eu un crash d'OVNI dans la région de Roswell et que ça a été immédiatement couvert par le secret absolu. Et vous confirmez ce que dit le fils du major Marcel, par exemple, il y a eu substitution de preuves, si j'ose dire? Il y a eu substitution. Le commandant Marcel, le major Marcel l'a dit, mais pas lui tout seul. Également, l'adjoint du général Ramel l'a dit. Le général Dubose a dit, nous avons substitué les vrais débris, des débris de ballons sur ordre direct de Washington. Il l'a dit, hein, il l'a répété à plusieurs reprises. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Alors pour vous, il y a eu un fait réel au départ. On a pourtant attendu 1978 pour en parler. On aurait pu garder le secret comme ça si un événement aussi important s'était déroulé? Alors la question du secret, c'est compliqué parce que d'un côté, les gens disent mais c'est pas possible. Comment aurait-on pu garder une histoire pareille secrète? Forcément, des gens ont parlé. On peut faire remarquer qu'effectivement, des gens ont parlé, puisqu'on en est à plusieurs centaines de témoins. Moi, j'ajouterais ceci, c'est que c'est très facile de garder ce secret. Il suffit de voir les réactions de la presse sur le film depuis 2 mois pour comprendre que c'est très facile de garder le secret. Il y a des centaines de témoins sur l'affaire de Roswell et plein de gens continuent à être totalement sceptiques. Donc, à mon avis, c'est facile de garder le secret. Vous voyez dans cette affaire de Roswell que vous décortiquez vraiment dans votre livre aussi quelquefois la main de certains services? Moi, je crois que oui, c'est cela. La plupart des enquêteurs maintenant aux États-Unis sont convaincus que depuis maintenant une vingtaine d'années, on commence à divulguer un petit peu d'informations, mais tout doucement, pour ne pas affoler les gens, mais pour commencer à faire connaître certaines choses. Donc vous pensez qu'on donne à la fois des petits éléments de vérité, puis aussi des choses carrément fausses pour permettre aux gens de se rassurer en se disant puisque c'est faux, peut-être que ça n'existe pas. N'ayez pas peur, non, c'est peut-être pas vrai, mais on sensibilise l'opinion petit à petit et ça dure peut-être depuis une vingtaine d'années. La créature qui est sur ce film dont nous parlons, justement, moi je trouve que c'est très intéressant ce film parce que moi je me demande si ça ne ferait pas partie de ce plan-là. Je ne sais pas. C'est peut-être un faux intégral, mais
on peut se poser la question. Alors, je renvoie de toute façon les téléspectateurs qui s'intéressent à cette histoire au livre de Gilda Bourdet, qui est un livre remarquablement documenté et où vous entrez vraiment, on peut le dire, dans le détail des événements, et Dieu sait s'il y en a eu dans cet incident de Roswell. Et vous disiez à l'instant, peut-être un petit peu de vrai et puis un petit peu de faux. Oui. Alors justement, moi je me demande si il n'y a pas, avec l'histoire de ce film, de cette créature, tout ce qu'il faut pour que, en tout cas, on la rapproche de Roswell. Vous allez découvrir un élément dont on a très peu parlé, d'ailleurs dans la presse. Quand nous avons vu le document d'autopsie, nous avons également vu d'autres films, d'autres images tournées selon donc Ray Santilli par le même caméraman, et il s'agit de débris supposés de la machine, de la soucoupe volante. Alors regardons ces débris, je vous dirai ce que j'en pense après. Regardez cette séquence, elle est très courte. Voilà. Alors vous voyez qu'on découvre donc des panneaux avec le rappel des 6 doigts, donc des 6 doigts de notre créature. C'est apparemment un matériau qui est extrêmement léger. Vous voyez comment la personne, dont on ne voit pas le visage non plus, ni même le grade, ni l'uniforme, peut le manipuler. Et on voit ces poutres